Caspar Chelbret, bonjour. Bonjour. Tu es sur une chaîne internet qui s'appelle Improviews. On est là pour parler impro pendant on a le temps. Pour discuter de ta vision, de ce que tu penses, de ton parcours, de tes expériences. Comment ça va? Maintenant? Ouais. Bien. Est-ce que Caspar, tu peux te présenter rapidement? Rapidement, bah, mon nom c'est bon. Né au Danemark, grandi en Suède, installé à Paris depuis le 1er octobre 1999. Ouais. Et bah, j'enseigne l'improvisation, voilà. Comment ça t'est arrivé la rencontre avec cette discipline? C'était un pur hasard, j'étais chez moi, tranquille, sans rien demander, puis le téléphone a sonné, j'ai répondu. Puis c'était un ami suédois qui était dans le quartier, où il prenait une bière avec Florian Bartsch, et c'est un groupe de personnes qui prenaient un cours d'impro avec lui. Et puis il m'a demandé si je voulais boire une bière, et la réponse était évidemment oui. Donc j'ai rencontré Florian, il était allemand, et puis il m'a invité à une espèce de soirée, un beach party, place de Clichy, donc intéressant. Et puis, bah, il m'a voulu le chercher, évidemment, comme beaucoup de gens qui donnent des cours des élèves. Donc, il m'a demandé, tu veux pas faire un cours d'essai? Et puis, moi, je connaissais pas du tout l'impro, je savais pas qu'il existait. J'ai dit oui, et j'ai essayé. Et puis, voilà. Ça t'a plu? Oui, ça m'a plu. C'était... Enfin, non, avant, j'avais vu le spectacle de fin de cours de ce groupe-là. C'était la première fois de ma vie que j'ai vu de l'impro. Enfin, c'était débutant après quelques mois, je ne sais plus. Et puis, voir quelqu'un pouvoir inventer, créer des choses à partir de rien, ça m'a plus qu'étonné. Enfin, je ne savais même pas que c'était possible. Si c'était légal. Enfin, est-ce que ça s'est fait? Donc, je n'ai même pas pensé, je ne peux pas faire ça, parce que de le faire, cette idée ne m'avait même pas passé par l'esprit, en fait. Tu te souviens, tu as des sensations de la première fois que tu as fait de l'impro? Qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce qu'il y a des choses qui, après le temps, disons, qui te restent? Bah, je me rappelle surtout du stress, de la nervosité. Surtout avant le premier, le spectacle de fin de cours. Ouais, très, très, très nerveux. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer. Ouais. Nervosité. Qu'est-ce qui, quel est l'autre truc qui t'est apparu en disant ok, je sens que je vais aimer ce truc, je vais aimer cette discipline? Bah, dès le départ, c'était vraiment pour moi une espèce de laboratoire de développement personnel, pour mettre un mot dessus que je n'utilise pas beaucoup sinon. C'était en même temps que moi je commençais à l'université, et il se trouve que j'avais aussi un cours d'introduction à l'anthropologie. Donc, toutes les questions, comment les choses fonctionnent, la pensée humaine, enfin, comment on voit le comportement humain, et qu'est-ce que l'homme, la définition, tout ce genre de trucs. Et la plus grande découverte au début, c'était, je me suis rendu compte que j'étais pas obligé d'être la même personne tout le temps. Enfin, la même, donner la même image. À l'époque, j'étais un vrai Suédois des années 70. C'est-à-dire? Je m'habillais vraiment dans ce style des années 70 avec des pattes def, c'est ça? Et des chemises assez... avec des motifs. Et j'avais des grosses pattes qui allaient jusque-là. Ouais, des vestes en cuir et tout. Et donc, tout d'un coup, tu as la sensation que tu pouvais incarner, jouer d'autres personnes, jouer d'autres choses? Bah oui, c'est ça qui est intéressant. De tester des comportements, d'autres comportements, par exemple. Dans la vie, je suis plutôt calme, je parle pas beaucoup, surtout pas beaucoup avec des gens que je connais pas. Et donc le fait de piquer une crise de colère, être une espèce de dragueur, ou une tomate, enfin tout n'importe quoi, c'est intéressant. Je me rappelle au début, je
trouve ça intéressant de tout d'un coup aller à des soirées où je connaissais presque personne et parler avec des gens. Après une année, ça a commencé à m'emmerder, quoi, quand même, parce qu'au final, la conversation était assez vide. Au moins, c'était bon d'être capable de faire ça. Enfin, je pense que j'ai commencé à continuer à le faire pour être capable de faire des choses. Et après, au fur et à mesure de ton parcours, tu t'es mis à enseigner. Est-ce que tu te souviens de ta première expérience d'enseignement? Ah oui. C'était quoi? C'était en 2006. Quelqu'un avait contacté The Unprofessionals pour qu'on dirige une espèce d'atelier d'improvisation théâtrale pour une auberge de jeunesse, une espèce de rencontre des jeunes. C'était 10 jours, je crois. Et puis, il se trouve que personne d'autre était disponible que moi. Donc, avant, j'avais remplacé Florian ou Clara au team, Timothy Land, pas Timothée Ancio, pour donner un cours de la semaine, quoi. Mais là, c'était vraiment 10 jours avec un groupe, tout seul. Très intéressant. Je me rappelle très bien, à un moment donné, je vais demander à tout le monde de s'allonger, et puis je ne savais pas ce que je allais faire après. Donc, l'idée, tu dis des trucs et les gens le font. C'est quand même, c'est fou. Ouais. Ça t'arrive encore d'improviser? Alors, tu penses qu'il faut improviser une séance quand tu es prof? Absolument. Ou tu penses que c'est important que tout oui. soit écrit? Il faut improviser. Quand tu sais bien improviser. Qu'est-ce que ça veut dire bien improviser? Au début, tout le monde, quand ils donnent des cours, ils vont reprendre ce qu'ils ont fait en cours eux-mêmes. C'est normal. Donc, on essaie de copier un peu le procédé. Les premiers 3, 4, 5, 6 années, où, quand je donnais des cours, je revenais avec... j'ai préparé bien, j'avais une liste, ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, toujours dans la poche, et puis on fait ça. Donc, oui, donc au début, c'était pas du tout très improvisé. Après, de plus en plus, et je me rappelle le grand jour où je commençais à pouvoir donner un cours, un stage sans aide-mémoire. Maintenant, tu peux me réveiller au milieu de la nuit et donne un stage d'impro. Ok, bon, d'accord, c'est parti. Du coup, pourquoi c'est important de improviser une séance? Parce que tu sais pas comment ça va se passer. Toi, tu prévois un exercice et puis les gens, soit c'est déjà acquis ce que tu proposes, ça marche super bien, donc pourquoi continuer avec ça? Ou bien quelqu'un fait une interprétation complètement différente et ça te donne d'autres idées. Donc par exemple, la semaine dernière, il y avait quelqu'un dans mon atelier qui avait un problème, il ne pouvait pas rester debout plus que 30 minutes. Ce qui pour mes cours, c'est pas idéal. Mais j'y vais, oui, il faut que lui gère ça lui-même. Et puis après, je lui dis, prends une chaise, mets ça au fond de la salle. Et puis je dis, certains exercices, tu peux le faire même assis. Et j'ai toujours voulu donner un stage à des gens en fauteuil roulant pour prouver le point que tu n'es pas obligé de faire des trucs comme ça pour être corporel. Alors, j'ai créé une version assise d'un des exercices. Parce qu'il était là, parce que lui, il avait besoin d'une chaise. Ah ouais, merde. Donc je vais le garder celle-là. Comme ça, ça a ajouté à mon... à ta valise. Ouais, exactement, ma valise. Qu'est-ce qu'il faut pour passer d'un prof qui a besoin d'avoir sa liste d'exercices toute prête à j'ai plus besoin, je peux improviser ma séance? Il faut faire beaucoup de listes et faire beaucoup de séances. Assez simple. Tu disais au début, il faut copier. On copie un peu ce qu'on a reçu. Oui. Et toi, tu as copié qui et quoi? Wow. J'ai copié beaucoup de gens. Ceux dont tu as envie de nous parler, c'est qui? Wow. Évidemment, j'ai copié Aira, qui est mon mentor au début. Mais avant ça, j'ai copié Florian, j'ai copié Clara, j'ai copié Marc, j'ai copié Tim Lone, qui était notre directeur artistique, le premier. Donc tous ces gens, c'était tes partenaires de scène qui s'appellent... Oui, parce qu'ils avaient dirigé des séances pendant 5-6 ans avant que moi j'ai donné mon premier cours. Et donc cette troupe, c'était les Improfessionals. Oui. Et comme beaucoup de gens qui découvrent l'impro,
j'étais vraiment obsédé, toujours un peu obsédé, enfin monomaniaque plutôt. Donc dès le départ, je suis allé à des festivals un peu droite et à gauche, notamment. Amsterdam, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de festivals internationaux en Europe. Et puis c'est drôle parce que moi, je me rappelle, je suis allé une fois à Amsterdam, et il y avait un mec qui s'appelait Chris Johnston, qui est mort maintenant. Mais lui, il a introduit un exercice sur la construction, la résistance constructive. Et puis, lui, il a introduit l'idée de la porte jaune, que moi j'ai apporté aux Improfessionals. Et après des années, je le vois réapparaître partout. Mais la seule raison qu'on utilise la porte jaune, c'est parce que lui utilisait. Disons qu'il y a une porte jaune, il faut faire traverser la personne à travers cette porte-là. Et puis, donc, ça, j'ai copié, j'ai ramené, et puis, par exemple. Donc, copier des noms, des concepts, des manières de faire. Après, évidemment, il ne faut pas qu'on reste dans la copie, sinon... Surtout des manières, parce que par exemple, si quelqu'un donne un cours d'une manière un peu stricte, de dire, oh, il faut que moi aussi je sois strict, ou il faut que moi je sois ceci ou cela. Dès qu'il faut, c'est faux, enfin, en général. Je trouve. Donc, ouais. Juste pour ne pas prendre les gens de manière... tu peux nous refaire un petit récap de ton parcours d'impro? Oui. Du premier atelier à maintenant? Rapidement. Premier atelier à maintenant? Oui, donc premier atelier en 2000, et puis par un peu hasard, Florian a rencontré Marc et Tim, et puis c'est eux qui ont voulu créer des Improfessionals. Moi j'étais là au bon endroit au bon moment, je dis oui. Et puis très rapidement je me suis trouvé sur scène avec ces gens-là. Et Tim avait fait venir Keith Johnstone la première fois à Paris 2003, et puis encore 2004 pour le festival d'impro Improstival. Et c'est là où j'ai eu une espèce de breakthrough. Enfin, je me rappelle très bien, notre troupe avait invité Keith, il avait fait un maestro. Moi j'avais une place dans le maestro dirigé par le maître lui-même. Mais c'est drôle parce que pendant le stage, quelques jours avant, tout ce que j'ai touché, ça devenait de la merde. Un peu Midas à l'inverse, quoi. Tu touches et ça... Moi, je me sentais vraiment comme très mauvais improvisateur. Et j'avais une mauvaise conscience de prendre une place dans les maestros parce que je me disais, mais c'est pas la peine, parce que je vais être éliminé premier tout de suite, quoi. Et là, je l'ai quand même fait. Et puis, je pensais à quelque chose que Keith avait dit, il faut être prêt à mourir. Donc, moi, j'ai sérieusement médité beaucoup sur la mort. Donc, avant chaque scène, je me disais, bon, sois prêt à mourir. OK. Et il se trouve que au début, moi, j'étais tiré tout à la fin. Donc, j'ai commencé le spectacle avec un solo. L'horreur. Ça s'est bien passé, et puis j'ai fini comme maestro de ce spectacle-là. Je me dis, bon, quelque part, je sais quand même bien improviser, peut-être. Et après, oui, assez tôt, j'ai une relation de haine et amour avec l'improvisation théâtrale. Déteste l'impro. M-déteste, c'est en un seul mot. Parce que... Après, je me dis, mais qu'est-ce que j'aime là-dedans, qu'est-ce que je déteste? C'est pareil, les choses que j'aime, déteste dans la vie. Dès qu'il y a une solution, la facilité, ça, je déteste. Quand les gens ne s'impliquent pas à 100%, je déteste. C'est-à-dire, les gens, tu veux dire sur scène, quand ils ne s'impliquent pas à 100% sur scène? Oui, dans la discipline en général, c'est pas la scène, c'est la toute fin, quoi. Si tu me préviens que je me suis pas entraîné, je fais ça pour déconner, très bien, je sais, dans ce cas, je vais pas venir voir. Si tu prétends faire un spectacle théâtral qui vaut
mon investissement de temps et d'argent pour lequel j'ai travaillé, donc encore du temps, enfin, investissement de ma vie, c'est quand même une responsabilité, quoi. Il faut donner quelque chose. Et c'est pas pour dire que ça doit être génial, bien, super, parfait, avant un certain niveau. Tout ce que je demande, c'est un investissement, plein d'investissements, que tu fais tout ce que tu peux. Ça t'arrive de voir des spectacles et de sentir, ok, là, il n'y a pas eu d'investissement? Oui. Est-ce que tu as des critères? À quoi tu vois ça? Moi, je vois ça se voit dès le départ. Tu vois, si tout ce qu'ils font, ça compte ou pas? C'est-à-dire? Là, on revient un peu sur ma spécialité qui est le travail corporel. Les gens ne savent pas où ils sont placés dans l'espace, par exemple. Tu vois, ils n'ont pas de jambes, ils n'ont pas de bras. Tu vois. Je fais le truc, ça ne veut rien dire. Je trouve ça extrêmement agaçant. D'autres raisons? D'autres trucs où tu vois, tu dis ok, ils n'ont pas travaillé? Je vois surtout souvent qu'ils ont travaillé, mais pour moi, ils ont travaillé de mauvaises choses. Enfin, ils ont travaillé surtout une partie de l'improvisation et pas une autre partie. C'est quoi cette partie qu'ils ont travaillé? La gestion d'idées. Ce sont des gestionnaires d'idées, quoi, si on veut être méchant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si l'improvisation c'était une espèce de... être créatif, c'est une activité d'idéation, quoi. Tu crées des idées. Générer des idées et puis après c'est du ping-pong d'idées, quoi. Tang, 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 tang. Et ça reste au niveau superficiel de l'être, enfin, de l'existence humaine. Donc il n'y a pas de substance. Après, ça peut être drôle. Moi aussi, j'aime être dans la partie, pas la partie profonde de la piscine, mais là, les enfants jouent. C'est plus facile, tu peux faire plus de trucs. Mais à un moment donné, il faut s'aventurer dans la partie profonde. Pas forcément dans un spectacle. C'est là où... j'ai pas forcément envie de voir des expérimentations tout le temps en spectacle. Donc, tu expérimentes plus dans les ateliers. Après, quand c'est spectacle, tu as une responsabilité de rendre certains rendus aussi. Donc, c'est un vrai équilibre à trouver. Et c'est quoi la partie profonde du coup? La rencontre de soi-même. Ok. Et ça c'est je pense, mon plus grand problème en général avec l'improvisation théâtrale ou l'enseignement. Je n'ai pas pris tous les cours d'impro, mais j'ai posé la question une fois dans un groupe et j'ai eu la réponse que je pensais avoir. J'ai demandé et comment est-ce que vous commencez vos cours d'impro? Est-ce avec exercice en groupe ou exercice individuel ou exercice tout le monde en même temps mais en binôme? Et la réponse c'était évidemment en groupe. Donc tout est foutu dès le départ. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu t'entraînes à être dépendant de l'autre. Ça, tu le vois tout de suite. Mais quelqu'un sur scène tout seul. Sauf pour les gens qui ont déjà ça, mais qui tiennent ça, tu apportes ça d'ailleurs. Ça existe, bien sûr. Mais c'est pas dans un cours d'impro que tu vas t'entraîner à faire ça. Et donc, à mon avis, tu pourrais changer la qualité de l'improvisation théâtrale très facilement. En commençant par des exercices individuels, par exemple. Oui, 5 à 10 minutes seulement. Rencontre toi-même avant que tu rencontres l'autre. C'est essentiel. Primordial. Est-ce qu'il y a encore d'autres trucs où tu vois que les gens n'ont pas travaillé? Tu parlais de gestionnaire d'idées. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ou des gens qui n'agissent pas corporellement? Oui, tu vois aussi si les gens n'ont aucune culture. C'est-à-dire? S'il n'y a que de références pop, culture pop, enfin, il y a assez de ça. Enfin, c'est pas intéressant. La culture pop, c'est pas intéressant? Non. On est submergé là-dedans tout le temps. Mais ça ne vole pas très haut, quoi. Ou ça plonge pas très, très profondément. Mais une culture pop, c'est pas très bien aussi si c'était pleinement vécu, mais c'est comme... Il faut prendre, justement parce que les gens n'ont pas pris le temps d'aller plus profondément.
Donc il y a un vrai manque d'investissement artistique. Et la culture, après, tant que c'est pas pop, ça tout pourrait coller ou... Bah, culture pop, enfin je veux dire, c'est tout ce qui passe dans l'actualité maintenant. Et si c'était pas ça, ça serait quoi la culture en impro? Bah, lis des romans, merde. Regarde des vrais films. Enfin, tout ce qu'on associe normalement à la culture de l'élite, enfin je sais pas quoi. Bah, enfin, lis les classiques, enfin, va voir des pièces de théâtre, visite un musée, intéresse-toi aux choses, enfin pas toi, personnellement. Et en même temps, tu n'as pas besoin de faire ça si tu t'intéresses à toi-même, la réalité physique. Enfin, si tu es déjà... Je suis sûr que tout le monde, même sans être un grand lecteur ou grand cinéphile, etc., peut proposer des choses beaucoup plus intéressantes s'ils apprennent, ou s'entraînent plutôt, à accéder à cette partie d'eux-mêmes. On en reparlera. Je vais te faire juste un lien. Tu disais que tu faisais des études d'anthropologie à un moment. Est-ce que tu vois un lien entre l'impro et l'anthropologie? Et si oui, quoi? Ça, c'était un cours d'introduction à l'anthropologie. Moi, j'ai fait des études d'histoire des sciences. C'est plus intéressant, je trouve. Pourquoi? Parce qu'il y a des vrais... J'y pensais ce matin même. Il y a beaucoup de confusion par rapport à la science. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça n'est pas. Et aussi par rapport à l'improvisation, je trouve. Si on prend la science, déjà tu dis histoire des sciences, beaucoup de gens se disent quoi? La science ou les sciences ont une histoire? Oui. C'est des disciplines, c'est des activités humaines qui se sont développées au fil de l'histoire. Et tu pourrais dire que le résultat de l'activité, c'est le savoir scientifique. Et puis, tu as l'activité en elle-même, c'est la recherche. Et les gens qui le font, c'est les hommes et les femmes scientifiques. Et avant ça, il y a une formation scientifique où tu apprends la méthode scientifique et des connaissances scientifiques propres à chaque discipline. Alors, en impro, c'est quoi le résultat? C'est un spectacle fait par des improvisateurs, comédiens improvisateurs. Et c'était quoi l'autre? Oui, je commence à m'égarer là dans mes pensées. Où on apprend ça, c'est... Oui. Tu faisais un lien entre l'histoire des sciences et l'improvisation. Oui. Et qu'il y en avait un, c'était des scientifiques qui, par la recherche, arrivaient à un résultat. Oui. Tu peux travailler en science sans être un scientifique. Quand on pense à un scientifique, on pense aux grands scientifiques qui ont fait des grandes découvertes. Et le but de la science, de l'activité scientifique, c'est de faire des découvertes. Et personnellement, c'est ce qui m'intéresse dans l'improvisation, c'est les découvertes. Tu découvres quelque chose. C'est ce que tu fais dans la partie expérimentale, que tu fais surtout en atelier. Après, quand tu arrives en spectacle, un peu moins d'expérimentation, un peu plus de résultats. Mais en même temps, en improvisation théâtrale, c'est drôle parce que tu fais ton expérimentation en partie devant le public. Et si tu n'as pas du tout ce côté expérimental, pour moi, ça n'a vraiment aucun intérêt en tant qu'improvisation. Ça peut être un très bon spectacle sans expérimentation. Mais si l'improvisation en elle-même doit avoir de l'intérêt, il doit avoir un vrai côté expérimental. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un vrai côté expérimental? Tu testes des choses, tu sais pas, si je fais ça, puis tu vois ce qui arrive. Enfin, tu connais pas vraiment dans l'inconnu, mais d'une manière méthodique. Tu as parlé à un moment de Ira, que tu as rencontré, et tu as dit le mot mentor même. Est-ce que tu peux nous raconter cette rencontre? Qui c'est Ira Seidenstein? Et quelle méthode tu en as apprise? C'est un vrai clown. Un clown metteur en scène australien, américain. Maintenant, il est naturalisé australien, il était américain
d'origine de Pittsburgh. Je l'ai rencontré en 2008 parce que lui, il avait écrit un email aux Improfessionals dont j'étais à l'époque le directeur artistique, celui qui gérait à peu près tous les trucs, mail, tout ça. Donc il nous contacte parce qu'on était un des seuls, sinon la seule troupe qui faisait des trucs régulièrement en anglais après en termes de théâtre. Et puis, il dit, moi, bonjour, je m'appelle, et je propose ça et ça vous intéresse? J'ai regardé son site web, vite fait, je me dis, oh, c'est intéressant. Donc, on s'est donné rendez-vous le lendemain, et puis, je l'ai rencontré. Déjà après une minute, je me suis dit, cet homme a l'air de savoir de quoi il parle. Et chaque chose que moi j'ai évoquée en termes d'improvisation et théâtre, il disait oui, oui, et puis ajoutait encore... c'est aussi une espèce de dictionnaire vivant de tout ce qui a rapport au théâtre, cirque, clown, etc. Et je dis ok, bon, j'ai organisé 3 petits ateliers ou 4 de 3 heures. Et dès la première séance, on a fait des choses, enfin, il a dit des choses qui me disent, mais attends, oh, stop, arrête, comment c'est possible que il dit ça, ce truc-là, qui est très très simple, basique, et que personne d'autre ne l'a évoqué comme ça. Enfin, j'avais fait plein de stages avec des exemples, petits gourous, des grands gourous, de l'improvisation théâtrale. Des exemples de ce qu'il disait? Ouais. Bah, elle disait, on était en train d'improviser, chacun pour soi, un exercice. Il dit, il y a une chose qu'il faut savoir pour improviser, c'est de faire une pause, et puis là, tu as 2 choix. Soit tu continues avec ce que tu fais déjà, ou tu fais une petite modification. 2 possibilités. Pas plus. Enfin, non, tu peux t'arrêter complètement, mais c'est fini après. Donc, dans l'improvisation, ce choix binaire, soit continuer avec la même chose. Attends, mais... Oh. Oui. Et je suis pleinement d'accord. Maintenant, il faut exercer son pouvoir d'arrêt. Ouais. Et à partir de ça, je me dis, je pense que cet homme, il a des choses à m'apprendre. Donc, j'ai pris encore... après, j'ai commencé à organiser des stages pour lui à Paris, dans le but pour continuer... donc, très égoïste. Moi, je veux apprendre. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent prendre des cours avec? Comme ça, je peux continuer à apprendre des choses. Et puis, après 2 ans, je crois, on faisait un stage, il faisait un stage où il parle de clown. Et à la fin, il me dit, je pense que c'est ça bien pour toi de faire mon stage de 3 semaines en Australie en janvier. Moi, je suis là. Stage de 3 semaines en Australie. Mais, oh. Non. Et puis, il y a un petit voix qui me dit, peut-être, si, oui, vas-y. Puis j'ai appelé Florian, je lui ai dit, est-ce que toi, tu peux donner tous nos cours d'Impro Academy en janvier, février? Il dit oui. Et puis, j'ai vidé mon compte bancaire et puis je suis allé en Australie sans savoir pourquoi. Exactement. Et j'ai pas su pourquoi avant le dernier jour du stage. Donc après 3 semaines de trépitation et de... Parce que justement dans ces stages, sa méthode que j'utilise depuis, c'est vraiment fondé sur un travail individuel et une rencontre avec toi-même. Et ça fait peur, quoi. Ça peut faire peur. Aussi dans ces stages, tu ne peux pas te cacher. Donc pendant 3 semaines, tu ne peux pas te cacher pendant 3 semaines. C'est beaucoup de temps à rester dans un champ ouvert, quoi. Et du coup, tu as découvert quoi au bout de 3 semaines? Que je le faisais pour honorer ma propre créativité, tout simplement. Ouais. Et donc, tu as pu honorer ta propre créativité? Oui. Tu as parlé de gourou juste avant. Est-ce que tu as dit j'en connais? Est-ce que tu peux nous en citer? C'est quoi? Que tu faisais référence à quoi ou à qui quand tu parlais de gourou?
Non, récemment, j'ai fait des stages avec des gens enfin, comme Keith Johnston Ok. et plein d'autres qui ont une renommée dans le monde de l'improvisation théâtrale. J'ai fait le l'Usmo Summer School aussi en 2007, je crois. Et, mais depuis, je me suis dit, ben, en fait, c'est bien tout ce que, enfin, après, tout ce que tout le monde dit sur l'impro, c'est plus ou moins vrai, sauf que c'est pas toute la vérité. Mais j'ai l'impression que la plupart des gens travaillent en surface. Et tout ce que tout le monde fait en surface, ça peut être très très bien si tu l'alimentes en dessous un peu plus. Quoi. Et ça, donc avec AR, c'était cette impression de vraiment revenir à la source d'où ça vient. Et c'est quoi la source? Grande question. Bah, c'est le corps dans le sens, le corps comme l'inconscient, la partie non consciente, l'inconnu, la nuit éternelle qui existe dans chacun d'entre nous. Et qui s'exprime d'abord corporellement? Non, pas forcément. Non. Mais il est là-dedans quelque part, dans notre être. Je ne crois pas à des esprits déconnectés des corps. Pour qu'on soit clair. Oui, bah, dans l'inconscient. Ouais. Du coup, ça donne une impro plus... En tout cas, avec des axes corporels forts. Ou des impulsions corporelles fortes. Ou liées au corps. Est-ce que je dis une bêtise quand je dis ça? Je sais pas. C'est des questions que je me pose tous les jours. Parce que après, le corps, c'est quoi bah, ce qui intéresse, c'est ton expérience de ton corps. Enfin, ce qui se passe dans ton fort intérieur. Tu vois, le corps, c'est pas une solution à tout. Ça dépend comment tu t'en sers. Tu vois. Parler pour rien dire, bouger pour rien dire, ça revient au même. Donc, quand je regarde des vidéos de moi-même, je dis bah, un peu trop de mouvement là. Plus de... Il y a trop de choses qui veulent rien dire. Donc, minimiser ça. Nettoyer l'image. Qu'est-ce que tu peux donner comme inspiration, philosophie ou même exercice concret justement pour une personne qui veut, entre guillemets, avoir un jeu plus corporel ou qui veut découvrir cette partie-là? Un exercice. Une phrase, une citation, un exercice, comme tu veux. Pause. Qu'est-ce que c'est? bah, c'est deux choses. C'est un arrêt. Ça, c'est dans le temps, une pause. Wow. Après, c'est une pause P-O-S-E, donc P-A-U-S-E, P-O-S-E. Pause, une pause. Et puis tu restes là-dedans, tranquille. Combien de temps? Jusqu'à ce que tu as envie de bouger. Non, enfin, oui. Enfin, chaque pause veut dire quelque chose. Enfin, je suis en train de lire un livre fascinant sur la forme. Et, on est toujours dans une forme. Là, ça, c'est une forme. Ça, c'est une forme. Ça, c'est une forme. Ça, c'est une forme. Et chaque forme veut dire quelque chose. Mais la forme se signifie elle-même. Tu n'as pas besoin de penser à qu'est-ce que ça signifie en tant que signe ou en tant qu'image. Il faut vivre la forme de l'intérieur. Donc, très simplement, si tu es assis, les gens qui vont regarder ça, probablement ils sont assis, donc ils peuvent essayer de me pose comme ça. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens? Il y a un lien direct entre la forme et le vécu, parce que nous sommes des êtres, des formes vivantes. Il y avait une époque, je ne sais pas si c'est vrai, tu jouais en collant. Oui. Oui, j'adore. Pourquoi? Parce que, justement, le premier stage que j'ai fait là avec Ira en Australie, il a fait intervenir un de ses mentors à lui, qui était un maître de ballet, maître de danse classique, qui nous avait travaillé une scène de la sylphide, un ballet classique que je ne connaissais pas avant et que je ne connais pas beaucoup plus maintenant non plus. Mais là, j'ai compris qu'en fait, ça peut être drôle, la danse classique, parce qu'il y avait des gestes, des mimiques, du mime dedans.
Et puis en rentrant à Paris, d'abord je suis allé à l'Opéra Garnier pour voir mon premier spectacle de danse classique. Et là, j'avais vraiment beaucoup de chance parce que c'était soirée hommage à Jerome Robbins, un chorégraphe américain. Donc, la première partie du spectacle, beau, ça correspondait à mon image de la danse classique, c'est beau, très drôle. Deuxième partie, ça commence avec une grande dame élégante qui traverse la scène en diagonale, s'assoit devant un piano et puis d'abord elle va dépoussiérer le tabouret. Je me disais, c'est l'Opéra Garnier, il n'y a pas de poussière ici, enfin, ça doit être ça doit faire partie du spectacle. Et après les danseurs qui commencent à rêver comme s'ils faisaient un petit spectacle, puis concert privé, avec des chaises pliantes comme ça. Et puis il y avait un vrai jeu comique. Et c'était vraiment, tout l'Opéra Garnier était plié de rire. Et moi aussi, waouh, il y a de la comédie là-dedans. Donc je me suis assez inscrit, j'ai trouvé un cours de danse classique. Et depuis, j'ai fait 2 fois par semaine, je vais prendre un cours de danse classique. Et puis là, j'ai découvert le plaisir de mettre des collants. Parce que là, tu sens vraiment tes jambes. Tu as envie de bouger, quoi. Tu parlais tout à l'heure on voit sur un spectacle des gens qui tout d'un coup n'ont pas de jambes et n'ont pas de bras. Bah oui. C'est-à-dire? Bah, ils ne sont pas conscients de leurs jambes, pas conscients de ce qu'ils font de leurs bras. Donc, ils n'ont pas de jambes et pas de bras. Si on n'a pas conscience des choses, c'est comme si on n'en avait pas. Oui, exactement. Enfin, tu peux jouer seulement avec ceux dont tu es conscient. Ça, c'est un truisme. Au début, on joue avec ceux dont on est conscient, et c'est un peu pénible. C'est pour ça que tu vois les gens qui ont pris un stage, que ce soit avec moi, ou avec Aira, ou quelqu'un d'autre qui utilise ces exercices, qui après ils vont jouer comme ça. Parce qu'ils ont entendu parler, il faut utiliser les bras, donc c'est un peu crispé, un peu surconscient. Au moins, elles en ont conscience. Et puis, si on joue passe cette longue période de souffrance, les bras, les jambes, à un moment donné, ils vont entrer dans la conscience. Donc tu n'as pas besoin d'y penser, mais tu en es conscient et ça se voit. Pareil, ça se voit si tu n'es pas conscient de l'espace, l'espace est mort pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire avoir conscience de l'espace? Tout le monde est conscient de l'espace dans le sens où ils ne se prennent pas des portes, pas des murs quand ils se bladent. Il y a très peu de collisions dans la rue, parce qu'on est conscient de ça. Donc, hors scène, tout le monde a vraiment peu de problèmes avec ça. Après les danseurs ont une conscience aiguë de ça, bien sûr. Mais dès qu'on va sur scène, la plupart d'entre nous, on perd beaucoup de nos moyens. On est plus stupide, moins conscient. Tu vois, quand tu regardes, va voir dans un café, les gens qui parlent utilisent les mains de manière libre, et puis sur scène. Toi, c'est impulsion naturelle, tuer, c'est comme de l'automutilation. Est-ce que pour faire de l'impro, le meilleur moyen de progresser en impro, c'est de faire de la danse et pas de l'impro? C'est une très bonne manière d'être conscient de son corps. Après, l'improvisation, c'est l'improvisation. Enfin, dans le cours de danse classique, j'apprends à voir où sont mes jambes et mes bras. Mais j'apprends pas à improviser. Et je ne sais pas danser non plus. On fait pas beaucoup de... Enfin, en 1 heure, 1 heure et demie, on va pas faire des danses, quoi, parce qu'en danse classique, tu vas faire une chorégraphie. Et en 1 heure, 1 heure et demie, avec les débutants, c'est des demi-pliés, ou mettre les bras, des différents pas. Après, quand je m'entraîne moi-même, évidemment, ça se voit un peu, parce qu'il y a des trucs qui commencent à entrer dedans. Donc, pour apprendre à improviser, il faut improviser. La question, c'est avec quoi on improvise? De préférence, avec tout ce qu'on a. Donc, pour étudier l'improvisation, ça ne suffit pas. Il faut faire du théâtre, de la danse, du mime, du clown, lire des livres, du tricotage, enfin, je sais pas. Tu joues un petit... Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi les spectacles que tu as joués ces dernières années? Ces dernières années, j'ai joué surtout mon spectacle solo.
tout seul. Ouais. Plan C. C pour Caspar, clown, créativité et d'autres choses. C'est seulement après que je me rends compte que ça pouvait faire penser à autre chose. Ce qui se passe après un plan B, quoi. Oui, exactement. On va parler un peu de clown. C'est quoi un clown? C'est quelqu'un qui met un nez rouge et qui fait des blagues? Ça peut l'être. Oui, qu'est-ce qu'un clown? Grande question. Moi, je ne me considère pas un clown. J'ai trop de respect pour les vrais clowns, pour les clowns. Mais qu'est-ce qu'un clown? Ou comment tu peux le dire à quelqu'un qui se dit ah, j'aimerais faire un peu d'impro ou j'ai envie de faire un cours de clown? Comment tu vas lui donner les notions de différence de ça? Parfois, je parle de la différence entre l'improvisation théâtrale et l'improvisation clownesque. Parce qu'après, un clown n'improvise pas. Il joue de numéro de clown. Après, il sait bien improviser. Ça, c'est autre chose. Mais si on compare les deux manières, les deux modes, une partie, c'est dans l'utilisation, le rapport aux idées. Parce qu'un clown, tu lui donnes une idée, il te fait 10 minutes, tranquille. Alors qu'en improvisation, on a tendance à utiliser minimum 10 idées en 1 minute. Enfin, donc c'est plus lent. Et puis il y a un rapport direct au public, etc. Mais c'est plus aussi dans le... Ah oui, récemment, j'ai défini ça comme... Allez-y, continue. C'est l'actualité. C'est la responsabilité de l'improvisateur. Comédien improvisateur, c'est quand même de créer, tu vois. Créer, surtout dans le faire. Alors que le clown, sa responsabilité pour moi, c'est d'être conscient d'absolument tout. Tu vois, ils ne sont pas en opposition, parce qu'un improvisateur qui n'est pas du tout conscient, c'est de la merde. Un clown qui ne fait rien, c'est de la merde. Donc il faut faire des choses, il faut être conscient. Donc c'est toujours ce sujet a beaucoup de controverses et de débats plus ou moins stupides quand on commence à labelliser ça c'est du clown, ça c'est l'impro, ça c'est le théâtre, mais ça c'est le vrai théâtre. Non, ça c'est le théâtre d'improvisation, c'est pas la même chose que l'improvisation théâtrale. Les labels sont surtout intéressants quand on veut vendre le spectacle, enfin dire au public, ça doit être quand même conforme à ce qu'ils pensent aller voir, sinon ça va être un peu problématique. Est-ce que tu peux nous donner les ingrédients du spectacle d'impro abouti? Bah oui. Il souffle un vent de liberté et quand les gens sortent du spectacle, ils se sentent rafraîchis. Ils ont envie de continuer à vivre. Comment on fait pour atteindre ça? C'est de faire ça soi-même. Incarner ça sur scène. Avoir envie. Ouais. Est-ce que tu fais une différence entre le corps, le verbe et les idées? Oui. Le corps, le verbe et les idées. Oui, c'est 3 mots différents, 3 concepts différents, donc oui. Il suffit de consulter le petit Robert. Franchement, mais souvent le petit Robert et d'autres dictionnaires aussi sont très très bons quoi, pour, tu vois, regarde vraiment. Qu'est-ce qu'il y a dans le mot? Ah, waouh, c'est fort. Est-ce que c'est spécifique à la France, ce rapport au corps? Est-ce que tu vois dans d'autres pays, où quand tu as pu voyager un petit peu, est-ce que tu vois dans d'autres pays une différente manière d'aborder l'impro ou le théâtre? Ou c'est partout pareil? C'est partout pareil. Non, non, c'est pas vrai. Les Français, tout le monde le sait, ont un amour particulier pour le verbe. Et c'est vrai ça? Je pense que oui. Ça se voit partout dans la société, j'ai envie de dire. Tu vois, l'expression juste, le mot juste, c'est... Ouais. Après, en termes de théâtre...
sais que tu as été en Bulgarie, par exemple. Ah ouais, C'est différent là-bas? oui, très différent. C'est-à-dire? Comment dire? Je suis très 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 content de devoir y aller autant de fois parce que ils y vont franchement, quoi, à 100%. Ils ne prennent pas la tête. C'est très franc, c'est très direct. Enfin, là-bas, enfin aussi ici, j'ai surtout, enfin, les gens qui prennent mes cours, etc., il y a très très peu de professionnels quand même. Mais là-bas, les gens avec lesquels j'ai travaillé, c'était que ils sortaient de l'école nationale de théâtre. Donc c'était vraiment des gens qui étaient vraiment très bons. Dès la première fois, je me sentais un peu wow, il faut assurer là. Bon. Mais tu le donnes à un truc et puis ils y vont. Je pense qu'il y a d'autres raisons pour ça aussi, parce que c'est pas le même système du tout. Là-bas, je pense que tu gagnes 300 € ou 300 leva, je sais plus. Mais c'est très peu, même si tu es employé au niveau national ou plus au niveau de théâtre professionnel. Tu gagnes pas grand-chose. Donc, ils font plein de projets à droite à gauche, mais vraiment pour gagner leur vie, quoi. Donc, il y a une certaine nécessité, urgence. On a la chance de ne pas l'avoir, cette urgence. Enfin, je sais rien. Mais j'ai trouvé, oui, il y a un autre rapport. Plus direct, plus frontal. Oui, oui. Sans être brutal dans le sens mauvais du terme, c'est pas sans considération. Mais c'est. Wow. Et ça, surtout pour tout ce qui est un peu clownesque, c'est extrêmement important. Même, enfin, ça a commencé parce qu'ils sont venus à Paris en 2014, je sais pas. Ils avaient créé plein de groupes d'impro. Ils voulaient rencontrer des gens, mais personne n'avait répondu, sauf moi. Et je suis allé voir, j'étais libre un des soirs, il faisait un spectacle en bulgare pour la communauté bulgare à Paris. Je suis allé voir le spectacle. C'était un spectacle de short form qui m'intéressait vraiment pas du tout. Mais là, je me dis, waouh, même des trucs de short form, enfin, je comprenais ce qu'ils jouaient, mais l'investissement, c'était très, très original. Enfin, chaque personne amenait vraiment tout ce qu'il avait. Qu'est-ce que pense Caspar de l'impro en France en ce moment? Ben, Caspar, il pense que les improvisateurs français devraient aller, par exemple, aux États-Unis pour leur enseigner des choses. Comme quoi? Ah, ouais, parce que moi, ce que je veux, enfin, je vois pas beaucoup de spectacles d'impro. J'essaie de voir le festival impro en scène. Il y a tellement de spectacles différents, quoi. Je sens qu'il y a une vraie recherche autour de l'impro. C'est pas uniquement des trucs ou un seul style. C'est extrêmement riche et varié. Donc je pense que tout ce que tout le monde constate, c'est un boom. Plus il y en a, enfin comme dans toutes les disciplines, il y a 90% qui sont pas très intéressants, sauf pour ceux qui les font, et puis les autres 10%, waouh. Et plus il y en a, plus. Et pourquoi, qu'est-ce qu'ils iraient faire aux États-Unis alors? Non, parce que j'en ai marre de ce que j'appelle l'improv imperialism. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, par exemple, prenons l'exemple de Danemark. Il y a un festival d'impro à Copenhague qui, pour moi, a justement exactement intérêt zéro. Parce que c'est que des Américains qui viennent donner. Il n'y a rien à voir avec le Danemark. C'est que pur import américain à Copenhague et je ne vois pas l'intérêt. C'est pas parce que tu viens des États-Unis qui était intéressant. Enfin, c'est moins comme ça maintenant, mais je me rappelle, avant, on recevait assez. Je parle des improfessionals, des emails comme ouais, moi j'ai fait un peu de l'impro aux États-Unis, est-ce que je peux vous donner un stage? Enfin, quand je regardais son email, ça se voit qu'il avait beaucoup moins d'expérience que nous, une expérience moins variée que nous, et quand même il voulait simplement venir donner un stage non spécifique, simplement American Improv. C'est un peu insultant, quoi. Et tu répondais quoi dans ces cas-là, Caspar? J'ai resté poli.
Je disais que non, c'était pas possible. Alors que j'aurais dû, enfin si j'étais plus généreux, j'aurais dû lui dire, ben bon, peut-être qu'une autre fois, si tu approches quelqu'un pour donner un stage, peut-être de regarder d'abord qu'est-ce qu'ils ont fait, propose, est-ce que tu as une vision que tu peux proposer, pas uniquement un énième stage généraliste d'improvisation théâtrale. On parle souvent de cette troupe, les Improfessionals. Qu'est-ce qui... aujourd'hui, est-ce que ça fonctionne encore? Qu'est-ce qui s'est passé là avec ça? Ben, y a un site web. Un site web, ouais. Ouais, donc ça existe encore. Okay. C'était pas sur Internet, ça n'existe plus. Ouais. Enfin, ben, on se voit des fois, une fois par an, ou tous les 2 ans, tous les 3 ans. C'est devenu une légende. Un mythe. Et pourquoi c'est devenu une légende? Il s'est passé quoi? Ben, on joue plus ensemble. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment vous avez décidé en fait, il ne s'est rien passé, c'est ça. Parce que moi, je voulais évidemment faire des spectacles. Moi, j'étais directeur artistique entre 2008 et 2014. Et moi, je voulais faire des spectacles très corporels, enfin, dans ce sens-là. Puis, c'est pas que les autres ne voulaient pas, mais je ne pense pas qu'ils avaient assez de temps. Ils ne voulaient pas passer 45 minutes tous les jours à s'entraîner à la maison. Je sais pas. On n'avait pas les mêmes intérêts. Florian, il voulait faire des comédies musicales et moi, je n'avais pas envie de ça. Personne, les autres, pas tellement non plus. T'aimes pas les comédies musicales? Non. Qu'est-ce qui te rend hors de toi en impro? La fainéantise et la bêtise. Ouais, ça me rend dingue. Je reviens, donc Flo voulait faire des comédies musicales et les autres pas trop, et du coup... Bah, on faisait une comédie musicale science-fiction une fois. Et on était même aussi, enfin, inexpérimenté ou bête, je sais pas quel mot est le plus approprié. On l'a fait dans un festival à Amsterdam. Après, là, il y avait des troupes américaines, justement, qui faisaient des comédies musicales dans des styles divers. Et nous, on était là avec un truc vraiment très impro musical, très généraliste. Ce spectacle, c'est un très mauvais souvenir. On était si bête d'accepter la première proposition de public qui était pour un lieu, c'était Paris. Et on n'a aucun envie de jouer un spectacle qui a un lieu à Paris quand tu es dans un festival. Enfin bon. Ouais, non, le comédie musicale, ça m'intéresse pas beaucoup. Non. Enfin, j'ai une horreur d'être enfermé dans n'importe quelle langue forme. Parfois, j'ai l'impression de ne pas pouvoir respirer. C'est comme me mettre dans un bocal et puis on le ferme. Moi, je suis à l'intérieur là. Parce qu'une fois que c'est mis en route, on est obligé de terminer ce putain de truc alors qu'on ne s'y intéresse pas. Comme si la narration venait tuer la spontanéité? Non, quand on se sent obligé envers la narration, que ce qui compte, c'est l'histoire. Le reste, on s'en fiche. En termes de comédie musicale, parfois, par exemple, tu sais que tu dois chanter à un moment donné, mais de quoi veux-tu chanter s'il n'y a rien de... une substance que tu dois exprimer, enfin, tu te trouves obligé de chanter une chanson. Très heureux de ne pas être obligé de faire ça. Et si c'est, du coup, on parle un peu de la logique de longue forme, est-ce que c'est emprisonnant aussi, le longue forme de manière générale? Bah, passer les libres, non. En général, ça dépend de ton format de longue forme, quoi. Mais en général, si on prend le voyage du héros, enfin, si tu sais que il s'est passé ça, maintenant il faut que ça se passe comme ça, et tu sais que c'est l'héros, donc il va survivre à l'étape suivante. Narrativement, c'est pas intéressant. Après, le jeu, le reste du contenu peut rendre ça extrêmement intéressant. Donc, pour moi, c'est toujours une question du jeu, en fait. Après, si le format est plus ou moins fixé, peu importe, ce qui est dedans qui compte. Pour moi, l'enfant doit être toujours sur le point d'être débordé. Est-ce que ça t'arrive en tant que professeur de recommander des spectacles? Et si oui, lesquels? Ou pas trop? Étant donné que je ne connais pas bien les spectacles, je recommande seulement les choses que je connais un tout petit peu.
Donc, je recommande seulement, je recommande seulement les E. Et ce que je recommande autrement, enfin, parce que j'aime pas recommander un truc simplement pour être sympa. Bah, ça me fait chier si les gens me recommandent des trucs, après j'arrive, mais en fait, non, c'est pas bien. Enfin, c'est sûr qu'il y a plein de bonnes choses, mais quand je les connais pas, je vais pas forcément recommander. Et dans les divers voyages sur les 10-15 dernières années, est-ce qu'il y a une troupe qui t'a marqué aussi? Ou t'as vu une scène d'impro qui t'a bluffé? Non, quand tu connais les choses, c'est jamais vraiment bluffant, quoi. Mais je me rappelle, c'était l'impro en scène l'année dernière. Oui. Là, j'étais vraiment très, très agréablement surpris par un spectacle. Je me disais, waouh, on sentait vraiment que c'était imprévisible. Et ça se voyait comment une chose en amenait une autre et que c'était pas fondé sur des automatismes ou sur des schémas narratifs. C'était très libre. Comment ça s'appelle le spectacle, je me rappelle pas. Mais je suis là, waouh, ça existe. Ouais. Est-ce que tu as des recommandations à faire en termes de films ou de livres? Trop. Et si tu devais en choisir, ça serait quoi? Film, je sais pas trop là. Livre. Oui. Oui. C'est un tout petit livre qui s'appelle La poésie sauvera le monde de Jean-Pierre Sémillon. À lire et à relire. Ouais, trop bien. On peut parler rapidement de poésie et d'impro, est-ce que c'est quelque chose de possible? Oui, mais il ne faut pas le chercher, je crois. Je veux faire un truc poétique, c'est comme quelqu'un qui dit je veux faire une scène sérieuse. Moi je dis non, n'essaye pas trop. Ça peut arriver, mais c'est trop voulu, on sent l'effort, et l'effort ça sent pas bon. Donc la fainéantise c'est énervant, mais quand ça sent l'effort, ça marche pas non plus. Hein. Voilà. L'effort c'est dans les ateliers. Ça, on peut presque dire qu'un atelier après un bon effort, ça sent un petit peu. Comme ça, tu évites que. Comme ça, tu as ce vent de fraîcheur pendant le spectacle. Gaspard, si je viens avec une mallette remplie de billets, je te dis l'argent n'est pas un problème, mais je veux que tu construises un spectacle. Qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Et l'organisation aussi. Oui, parce que l'organisation, là, va être... Non, on s'occupe de tout. Moi j'aimerais aller travailler avec un corps de ballet, comme le corps de ballet de l'Opéra de Paris ou l'Opéra Royal de Copenhague. Parce que tous les danseurs savent déjà tout faire physiquement. Je n'ai rien à leur apprendre à propos de ça. Et là, tu pourras faire un vrai spectacle sur une grande scène, imagine avec... Et je pense que j'aurais besoin de l'aide d'un chorégraphe quand même, parce que imagine 20-40 danseurs professionnels, ils peuvent tous les sauts et les pas. Ça serait très bon. Et là je pense aussi que ce spectacle-là pourrait créer un intérêt pour la danse, des gens qui pensent que la danse c'est pas intéressant, et aussi pour l'improvisation, pour les gens qui pensent que l'improvisation c'est n'importe quoi. Ouais, ça c'est bon, pas mal ça. Il y aurait un chorégraphe, est-ce qu'il y aurait de la spontanéité, de l'impro dedans ou pas? Bien sûr. Ok. Purement que ça? C'est ça, surtout clownesque et slapstick, donc beaucoup de chutes, de baffes, des trucs comme ça, la comédie physique. Ok. Est-ce que tu as un échec à nous faire parvenir, un échec dans lequel tu aurais appris quelque chose? Dans ton parcours artistique ou sur scène? Non, les échecs sur scène, il y en a, mais je dirais que
Ouais, je sais pas. Bah, de ne pas arrêter à temps, des fois. Par exemple, mon spectacle solo, il n'a plus lieu d'être. Et quand même, je l'ai fait quelques fois et c'était vraiment... Boum. C'est comme, j'avais vraiment le cul entre deux chaises. C'était, non, j'appelle ça une double défaite. Échec artistique, personnel, et échec professionnel. Parce que je me trouvais sur scène, alors professionnellement, j'aurais pu continuer et faire le spectacle jusqu'au bout parce que, a priori, je sais faire, mais ça ne m'intéressait pas. Donc j'ai commencé le truc et j'ai arrêté. J'ai commencé un nouveau truc et non, pas encore. Enfin, je m'ennuyais moi-même. Alors que si j'avais été artistiquement intègre, j'aurais simplement dit, le spectacle est terminé, je m'en vais. Mais j'ai continué comme un idiot pendant 45 minutes, c'était nul. En même temps, c'est une bonne leçon. Voilà. Gaspard, après, c'est ma dernière question, après tout ce qu'on vient de se dire, finalement, pourquoi tu pratiques encore de l'impro? Bah pour rester vivant, simplement. Enfin, je pratique pas beaucoup moi-même en tant qu'improvisateur. J'aime plus faire improviser d'autres. Et ben, j'ai l'impression. Je pense que ce que je fais, c'est utile pour le monde. Pourquoi? Parce que dans ce que je propose, les gens sont obligés de se confronter un peu à eux-mêmes et être plus conscients d'eux-mêmes et des autres, du monde qui les entoure. Donc ça ne peut qu'être une bonne chose. Gaspard, merci. Je t'en prie. Merci à toi.